Bonsoir à tous, bienvenue sur Monaco Info pour une nouvelle édition. Voici les titres de ce mardi 7 novembre. C'est une première en principauté, une femme a intégré aujourd'hui le corps des sapeurs-pompiers de Monaco aux côtés de 9 autres recrues. Reportage à suivre dans quelques instants. Il était le premier ministre d'État du Prince Régnier III. Jacques Rueff est à l'honneur dans une exposition sur le Rocher. Nous en parlerons avec le commissaire de l'exposition, Michael Bloch. Dans ce journal également, nous recevrons Antoine Compagnon de l'Académie française. Il évoquera avec nous Colette et ses attaches avec la principauté, une écrivain et comédienne baptisée même l'Amie des Princes. Et puis c'est enfin parti pour les IMOCA de la Transat Jacques Vabre. Après 10 jours d'attente, les skippers ont pris leur départ au large du Havre. Parmi eux, le membre du Yacht Club de Monaco, Boris Herman, sur Malizia Sea Explorer. C'est un instant toujours solennel qui marque, on l'espère, le début d'une longue carrière. 10 nouvelles recrues viennent d'intégrer officiellement le corps des sapeurs-pompiers de Monaco. Ce moment a été symbolisé par la remise de casques devant la caserne de Fontvieille, une cérémonie particulièrement émouvante et historique. Les explications dans ce reportage de Fabien Bonilla et Jean-Alexandre Dordet. Ils étaient 10 à être mis à l'honneur en fin de matinée devant l'église Saint-Nicolas, 9 hommes, et c'est une première en principauté, une femme. Une cérémonie solennelle, leurs parrains leur ont remis officiellement leur casque de sapeurs-pompiers. Ils font partie désormais de cette grande famille d'hommes et de femmes qui agissent parfois au péril de leur vie pour leurs prochains. Alors ça représente un grand moment dans la carrière d'un sapeur-pompier puisqu'en fait il vient de terminer son parcours de formation et là, dès demain, il va intégrer les camions pour partir en intervention. Donc je dirais c'est un processus de formation qui se termine et sa carrière opérationnelle qui débute. Ces 10 hommes et femmes ont dû passer par plusieurs étapes pour en arriver là où ils sont aujourd'hui. Il faut se préparer avant de rentrer chez nous pour réussir l'examen de rentrer chez les pompiers de Monaco et il est très exigeant. Donc pour eux ça commence très tôt. Après quand ils ont réussi à rentrer chez nous, c'est un parcours qui dure à peu près 5 mois durant lesquels ils sont testés et mis sous pression pour se préparer à affronter la réalité de la vie dès qu'ils vont passer en version opérationnelle. Parmi ces 10 nouvelles recrues, Colline Gorgone, 23 ans. Elle vient de Lyon, elle a fini 4e de sa promo et rentre dans l'histoire. C'est la première femme sapeur-pompier à Monaco et plus largement la première femme militaire à servir la principauté. J'ai toujours voulu être pompier, sapeur-pompier et militaire et de pouvoir représenter les valeurs que ce métier représente est pour moi très important. Je suis fière et surtout fière de pouvoir servir la population monégasque et de leur faire honneur. Le sapeur Gorgone, donc, elle est arrivée chez nous, elle a été soumise aux mêmes épreuves, aux mêmes formations, elle a décroché les mêmes habilitations que tous les autres sapeurs-pompiers masculins, donc elle a mérité son casque d'intervention, elle mérite de partir en intervention et je dirais il n'y aura pas de différence entre un homme et une femme, en fait seule la compétence compte et elle a fait ses preuves et je peux vous lancer un défi, si vous voulez aller faire une séance de sport avec elle, j'y serai. Colline Gorgone a obtenu un master en sport et elle a un niveau national de boxe. Par conséquent, nous ne relèverons pas le défi. Outre cet aspect historique, l'émotion était bien présente. Ces 10 jeunes sapeurs-pompiers sont de la promotion Mathis Canavez. Cet ancien sapeur-pompier de Monaco a été fauché à moto à l'âge de 22 ans à Puget-Théniers le 1er septembre 2021. Les parents du jeune Mathis étaient présents lors de cette cérémonie. Un hommage et une façon de ne pas laisser ce jeune homme, qui était dans la fleur de l'âge, dans l'oubli. Dans le reste de l'actualité en images, 4 nouveaux ambassadeurs ont remis leur lettre de créance ce mardi matin au Prince Albert II. Jae-Chul Choi, représentant la Corée, a été le premier à se présenter dans le Salon des Glaces. Sa carrière l'a amené à occuper différents postes diplomatiques, mais aussi dans le domaine de la coopération environnementale. Il a également été ambassadeur de Corée auprès de l'OCDE. L'ambassadeur du Portugal, José Augusto Duarte, a lui aussi remis ses lettres de créance au prince souverain. Conseiller du président de la République portugaise en 2016, il a notamment auparavant occupé le poste d'ambassadeur à la représentation permanente du Portugal auprès de l'Union européenne. A noter qu'il est aussi le représentant diplomatique du Portugal en France depuis 2022. Elle aussi occupe les mêmes fonctions en France. Corina Kalugaru représentera également la Moldavie en principauté, des fonctions qui s'ajouteront à ses missions de déléguée permanente de la République de Moldavie auprès de l'UNESCO et représentante personnelle de la présidente auprès du Conseil permanent de la francophonie.
Enfin, l'ambassadeur du Rwanda a refermé cette cérémonie de remise de lettres de créance au Palais Princier. François Nkuli Kiyimfura possède une solide expérience, en plus de représenter son pays en France, en Espagne, en Italie, au Portugal et désormais à Monaco. Il est aussi délégué permanent auprès de l'UNESCO, l'OIF ou encore du Plan alimentaire mondial. Intéressons-nous à présent à cette nouvelle exposition, La Vision du Prince, qui entre dans le cadre des commémorations du centenaire de la naissance du prince Régnier III. Elle met en lumière un homme qui a été un réel soutien pour le prince Régnier III au début de son règne. Jacques Rueff a été ministre d'État de 1949 à 1950. Cette exposition est présentée au ministère d'État par la mission de préfiguration des Archives nationales en collaboration avec les Archives du Palais Princier et l'Institut audiovisuel de Monaco. Avant d'en parler avec son commissaire Michael Bloch, Vanessa Dessy a assisté à l'inauguration en présence notamment de son Altesse Sérénissime le Prince Albert II et la Princesse Stéphanie. À son avènement, le prince Régnier III choisit personnellement un économiste de renom, Jacques Rueff, afin d'être le premier de ses ministres d'État. Très vite, les deux hommes portent une vision commune sur l'avenir de la principauté. Le prince Régnier III est persuadé que pour assurer l'aménagement et donc la prospérité, l'essor économique de Monaco, eh bien, il faut supprimer cette balafre que représentait de manière longitudinale ces 4 kilomètres de voies ferrées à ciel ouvert. Et le deuxième exemple de cette vision que Jacques Rueff lui a donnée, qui finalement s'est développée sur tout un règne, c'est l'entrée de Monaco au Conseil de l'Europe. L'exposition réunit une centaine de pièces issues du fonds monégasque, mais également du fonds Rueff, déposé aux Archives nationales françaises. C'est la première fois, et je crois que c'est une grande satisfaction pour nous tous, que les futures archives de l'État, les futures archives nationales, donc sur des archives contemporaines du XXe siècle, montrent toute leur utilité avec cette première valorisation dans les lieux mêmes. Il n'y avait pas de meilleur lieu, évidemment, dans le cadre du centenaire Régnier III et face au Conseil national, pour montrer donc à quel point le règne du prince Régnier a été un règne très important sur le plan institutionnel et avec, dès le début de son règne, une vision, celle qu'on a tout au long de son règne reconnu au prince Régnier. L'exposition La Vision du Prince est à découvrir jusqu'au 26 janvier prochain dans le hall du ministère d'État. Et pour parler plus longuement de cette exposition, nous sommes avec son commissaire. Bonsoir Michael Bloch. Bonsoir. C'est une exposition qui est une grande première à 2 égards. C'est la première au ministère d'État et la première présentée par les Archives de l'État. Effectivement, cette exposition sur Jacques Rueff, le Premier ministre d'État du prince Régnier III, est la première exposition présentée dans ce lieu, le hall du ministère d'État, depuis les années 80, depuis une exposition sur Bozio qui avait eu lieu il y a plus de 30 ans. Et c'est la première exposition des futures archives nationales, donc à savoir actuellement la mission de préfiguration des archives nationales et le service central des archives et de la documentation administrative. Alors qui était Jacques Rueff ? Alors Jacques Rueff, c'est un immense économiste, un grand visionnaire en termes de théorie monétaire, de théorie sur le chômage, sur les réparations allemandes au lendemain des 2 guerres, etc., qui était le grand rival de John Maynard Keynes, donc le théoricien du protectionnisme, du dirigisme, et il a été ministre d'État de Monaco dès l'avènement du prince Régnier en 1949-1950, alors qu'il était président de l'Agence interalliée des réparations à Bruxelles depuis la libération, depuis 1946, et avant de devenir, dans les années 50, magistrat à la Cour de justice européenne, donc l'ACK puis la CEE, sachant qu'en parallèle, il a eu une grande carrière, entre guillemets, à l'Académie française, d'abord à l'Académie des sciences morales et politiques, et il a terminé chancelier de l'Institut de France de 1964 jusqu'à sa disparition en 1978. Et c'est le seul ministre d'État qui a été choisi personnellement par le prince souverain. Effectivement, c'est vraiment à la demande expresse du jeune prince Régnier III, qui avait alors 26 ans, que Jacques Rueff a accepté comme une mission personnelle, par devoir et par amitié pour le jeune souverain et pour son père, le prince Pierre de Monaco, de prendre les fonctions de ministre d'État en juillet 1949, donc quelques semaines après le décès du prince Louis II. C'est par amitié, je l'ai dit, pour ces deux hommes. Jacques Rueff connaissait très bien le prince Pierre de Monaco depuis de nombreuses années, et c'est pour cette raison d'ailleurs que le prince Pierre de Monaco avait demandé à Jacques Rueff de prendre dans son service à Berlin en 1945 le jeune prince Régnier pour, entre guillemets, parfaire son éducation au sein de la mission militaire pour les affaires allemandes et autrichiennes où travaillait Jacques Rueff à cette époque. Et Jacques Rueff a été un réel soutien
pour le prince Régnier III dès le début de son règne en 1949. Hein. Exactement, oui, il fut en quelque sorte comme un menteur pour lancer le règne, le mettre sur de bons rails et pour les décennies qui suivront. Avec le jeune prince Régnier, il a posé certains des grands jalons du long règne qui a suivi en termes de développement urbanistique, touristique, de redressement financier qui a permis la prospérité économique que l'on connaît. En termes de relations apaisées avec la France, il relance dès l'été 1949, dès son arrivée, les négociations avec le pays voisin et amis au sujet de la renégociation des conventions administratives de 1945 qui posaient à l'heure des problèmes d'application et qui avaient suscité une crise politique, institutionnelle et sociale en principauté au lendemain de la guerre. Et Michael Bloch, comment vous avez travaillé sur la conception de cette exposition ? Alors, j'ai travaillé avec les archives du Palais et l'Institut audiovisuel de Monaco qui sont associés au commissariat, avec le service central des archives et de la documentation administrative qui a fourni de nombreux documents. Et les partenaires sont nombreux pour le prêt de documents que l'on peut voir reproduits sur les panneaux. Cela va de la médiathèque de Monaco aux archives nationales françaises où le fonds Rueff est déposé par la famille, aux archives diplomatiques françaises, donc au Quai d'Orsay, la Fondation Le Corbusier, la médiathèque du patrimoine de la photographie et j'en passe. Hein. Il y a une quinzaine de prêteurs en tout, donc c'est beaucoup. Et il faut noter, c'est l'une des originalités de cette exposition, que de nombreux documents représentés sur les panneaux proviennent de la collection personnelle, encore conservée par la famille de Jacques Rueff elle-même, qui était présente lors du vernissage hier soir. Il y avait entre autres le gendre de Jacques Rueff, Henri Pijat, et sa petite-fille, Anaëlle Pijat, qui ont découvert donc en avant-première cette exposition. J'imagine que ça a dû être un travail de longue haleine. Cela met aussi en valeur le travail de la mission de préfiguration des Archives nationales. Hein. Exactement, et c'est un exemple très éloquent, à mon sens, pour montrer comment les archives contemporaines peuvent servir à écrire l'histoire de la principauté au XXe siècle, au XXIe siècle, et comment est-ce qu'on peut les exploiter à des fins historiques et à des fins de valorisation et de médiation pour présenter à tout type de public l'histoire de la principauté. Eh bien, merci beaucoup, Michael Bloch, d'avoir été avec nous merci ce soir beaucoup. pour évoquer cette exposition à découvrir donc dans le hall du ministère d'État. Merci. Merci. Parlons de toute autre chose à présent. Grâce aux généreux dons du GEM-LUC, fidèle soutien du centre hospitalier Princesse Grasse et de la lutte contre le cancer, l'hôpital de jour vient de s'équiper d'un logiciel d'aide à l'administration des chimiothérapies. Son rôle ? Aider les équipes infirmières à respecter certains protocoles, comme vous l'explique Vanessa Dessy sur des images de Lionel Bernardi. Administrer le bon médicament au bon patient, à la bonne dose, par la bonne voie et au bon moment. Voici ce que promet OncoSafety, un logiciel d'aide à l'administration des chimiothérapies. C'est un logiciel de gestion de la délivrance des drogues de chimiothérapie. Donc il y a toute sa place évidemment dans les services où ces produits sont utilisés. Cette pompe intelligente, on va dire, va sécuriser tout le parcours et le débit des différents médicaments qui sont administrés lors des séances de chimiothérapie, que ce soit en ambulatoire ou que ce soit en hospitalisation conventionnelle. En fait, les patients ont la perfusion comme d'habitude. Ils avaient des perfusions qui étaient manipulées manuellement par les infirmières. Et tout ce process maintenant est intégré dans un outil informatique d'intelligence artificielle qui à la fois trace le patient, la molécule, la poche, le débit, la durée de perfusion et les intervalles entre certaines drogues. Et tout ça, c'est maintenant informatisé. Avec pour présidente d'honneur son Altesse Royale la Princesse de Hanovre, le groupement des entreprises monégasques dans la lutte contre le cancer s'efforce depuis 50 ans cette année de récolter des fonds afin de financer la recherche ou l'achat de matériel de pointe. C'est une vieille association qui a su rester à la pointe grâce à la fidélité des donateurs et je pense surtout à une philosophie qui est que chaque euro donné est directement versé dans la lutte contre le cancer. Nous n'avons pas de frais de fonctionnement, c'est ce qui fait vraiment notre image. L'acquisition de ce logiciel d'un montant de 130 000 € a été réalisée grâce aux dons du GEM-LUC en décembre 2020. Toujours dans le domaine de la solidarité, le conseil de l'association monégasque de l'ordre souverain militaire de Malte a décidé de financer
intégralement un minibus à destination du pôle éducatif spécialisé de la direction de l'aide et de l'action sociale de la Principauté. Les clés de ce véhicule ont été remises ce mardi en début d'après-midi sur la place du Palais Princier en présence du prince Albert II. Cette action s'inscrit dans la mission de l'Ordre de Malte qui soutient la jeunesse monégasque mais aussi à travers le monde. Cette nomination à présent, Pierre Bardy est le nouveau directeur général de la Société monégasque d'assainissement. Il était jusqu'alors directeur des réseaux de chaud et froid urbains à la SMEG. Il a notamment supervisé l'exploitation de la concession de Fontvieille et le déploiement des boucles thalassothermiques du Larvoto et de la Condamine. Le saviez-vous, Colette était une habituée de la Principauté. L'écrivain et comédienne était d'ailleurs une proche des princes de Monaco. Elle en a connu 3, le prince Albert Ier, le prince Louis II et le prince Régnier III, ce qui lui valut ce surnom de l'ami des princes. C'est également sur ce thème que plusieurs temps forts sont organisés en Principauté à l'occasion du 150e anniversaire de la naissance de Colette. Le premier, une conférence animée par Antoine Compagnon de l'Académie française. Il nous fait l'honneur d'être avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir. C'est un aspect qu'on ne connaît peut-être pas de sa vie, mais Colette était une habituée appréciée de la Principauté. Elle est venue très souvent. Elle est venue d'abord dans sa jeunesse, lorsqu'elle faisait de la pantomime. Je pense qu'elle est venue dès 1906, dès qu'elle s'est jetée dans la pantomime, et elle est revenue pour jouer au théâtre. Et puis c'est surtout à la fin de sa vie qu'elle est beaucoup venue. Elle était très amie du prince Pierre de Monaco depuis longtemps, qu'elle avait sans doute connu par Vinaretta Singer, la princesse Edmond de Polignac, et il me semble qu'elle est venue tous les ans à partir de 1950 jusqu'à sa mort en 1954 pour de très longs séjours. Et je pense que ce sont les derniers moments où elle a été heureuse, où elle était en très mauvaise santé à ce moment-là, très handicapée, et c'était des séjours agréables. Oui, elle disait même de la Principauté que Monaco est le seul pays dont les frontières sont des fleurs. C'est ça, elle avait utilisé cette expression et je pense qu'elle était heureuse ici, qu'elle avait des amis. Bon, il y avait aussi le prince Régnier qu'elle avait connu tout jeune homme, donc il y avait une grande familiarité avec eux. Elle a joué un grand rôle au début des années 50 lorsque le prix littéraire a été lancé, puisqu'elle était présidente du premier jury qui a été constitué en 1950. Un mot sur la conférence que vous animiez ce lundi où vous posiez cette question, Colette, écrivain par hasard, c'était le cas? Colette a toujours nié qu'elle fût un écrivain. Elle ne voulait pas prendre ce rôle, peut-être parce que c'était le rôle des hommes, et elle a toujours prétendu que si elle avait écrit, c'était simplement pour gagner sa vie, mais qu'elle aurait aussi volontiers fait autre chose. Et d'ailleurs, elle a fait beaucoup d'autres choses, puisqu'elle a été pantomime, elle a été actrice, elle a été journaliste, elle a fait de la publicité, elle a fait du cinéma, elle a fait des cosmétiques. Elle a eu de multiples activités. Il se trouve que c'était pour la littérature qu'elle était certainement le plus douée. Mais pourquoi ce déni justement? Parce que, comme vous le dites, elle a eu un grand succès en littérature. Ce déni, on peut l'expliquer de plusieurs manières. Elle fait allusion à son père. Son père était un écrivain raté, il aurait toujours voulu écrire et il faisait de mauvais poèmes. Donc il y avait cette malédiction du côté de son père. Et elle raconte quelque part qu'une voyante lui a dit un jour qu'elle réalisait le désir de son père en étant écrivain. Et puis de l'autre côté, il y avait une très grande insistance de la part de sa mère pour qu'elle écrive. Sa mère l'a tannée en lui disant « Tu as du talent, ne perds pas ton temps à faire autre chose, du journalisme, du théâtre, de la danse, écris, c'est là que tu as ton temps. » Et donc, je pense que sa mère était assez insupportable, celle dont elle a fait le grand personnage de Sido. Et puis aussi, je pense que c'était le rôle des hommes. C'est les hommes qui prétendent avoir une vocation d'écrivain. Elle n'avait pas du tout
cette prétention, et c'est seulement à la toute fin de sa vie qu'elle a reconnu que c'était ça son destin. Mais jusque-là, elle l'avait tout à fait nié. Antoine Compagnon, qu'est-ce qui caractérisait l'écriture de Colette ? Je dirais d'abord que c'est la brièveté. Quand on lit la première page de Claudine à l'école, et quand on lit la première page de Chéri en 1920, parce que c'est Chéri qui lui a donné le statut de grand écrivain. Tout le monde s'est incliné devant Chéri, même ceux qui étaient un peu dédaigneux jusque-là. Mais dès la première page de Claudine, on a ce style bref, qui est aussi peut-être lié au fait que Colette, à la différence de tous les hommes qui se lancent dans la littérature dans cette époque, Colette n'a pas fait beaucoup d'études. Elle n'est pas allée au lycée, elle n'a pas fait de latin. Elle est l'un de nos premiers écrivains en langue française qui ne soit pas passé par le latin. Et du coup, elle a introduit dans la langue française un style qui est beaucoup plus moderne que celui de ses contemporains. Eh bien, merci beaucoup Antoine Compagnon d'avoir été avec nous ce soir pour parler de Colette. On le précise, d'autres événements en principauté mettront en lumière la célèbre femme de lettres et comédienne qu'elle était. Merci beaucoup. Merci à vous. Retour à présent sur le dernier concert de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, après un mois dédié au piano, durant lequel les mélomanes auront pu écouter les plus grands pianistes. Dimanche, c'était le violon qui était à l'honneur, avec la virtuose Victoria Mulova, le reportage de José Sacré. Entre une œuvre de Lili Boulanger, les tableaux d'une exposition de Moussorgsky dans l'orchestration de Ravel, le concerto pour violon numéro 1 de Shostakovich était au programme du concert donné par l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo le 5 novembre, sous la direction d'Elias Grandi. Généralement, les œuvres de Shostakovich sont assez dures et tragiques. Et cela s'explique. C'est que Shostakovich a été persécuté tout au long de sa vie par Staline. Staline qui avait décrété qu'il était un ennemi du peuple. Et vous savez qu'à l'époque de l'URSS, les ennemis du peuple pouvaient être envoyés au goulag, tout simplement. Et pourquoi il l'avait traité d'ennemi du peuple? Parce qu'il composait de la musique moderne, de la musique qui n'entrait pas dans le carcan soviétique. Ce concerto a été composé plutôt vers la fin de sa vie. Et Shostakovich il raconte un petit peu les tourments de sa vie. En soliste du concerto de Shostakovich, la violoniste russe naturalisée autrichienne Victoria Mulova. Dans l'interprétation de ce concerto, elle fut parfaite. Et prochain rendez-vous de l'OPMC le 12 novembre avec un concert de musique de chambre de Mozart, Schubert et Tchaïkovski. C'était la dernière catégorie restée à quai. Les IMOCA ont enfin pris le départ de la Transat Jacques Vabre ce mardi. Après 10 jours d'une longue attente, les skippers ont pris leur départ au large du Havre, direction la Martinique. Parmi eux, Boris Herman et Will Harris sur Malizia Sea Explorer, dernier né du Team Malizia fondé par Pierre Casiraghi. Nous suivrons bien évidemment attentivement leur parcours dans cette 16e édition. Et puis ce clin d'œil aux athlètes de Special Olympics Monaco avant de refermer ce journal. Ils viennent de remporter le challenge inter-entreprise de pétanque. Ils ont dominé en finale l'équipe de décathlon. Special Olympics Monaco signe ici une belle victoire d'équipe après déjà avoir soulevé la coupe l'an dernier. Rejoignons Vanessa d'ici pour vos prévisions météo. Bonsoir Vanessa, quelle est la tendance pour la journée de mercredi ? Bonsoir Émilie, bonsoir à tous. Un temps nuageux est attendu sur le territoire. Les températures resteront de saison, elles iront de 11 à 16 degrés. Le soleil se lèvera à 7h13 et se couchera à 17h14 et nous fêterons les jours froids. Merci Vanessa et merci à vous de nous être fidèles. Chaque soir, on referme ce journal avec la cérémonie de remise des casques aux nouvelles recrues du corps des sapeurs-pompiers de Monaco, une cérémonie émouvante et symbolique puisque c'est la première fois qu'une femme intègre le corps. Photo signée ce soir Frédéric Nébinger. Passez une belle soirée et à demain pour une nouvelle édition sur Monaco Info.